Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Emma et j'ai le plaisir de vous parler des arts divinatoires. Régulièrement, je vous parlerai d'une forme divinatoire en particulier afin que vous puissiez mieux la connaître et peut-être même vous amuser à l'essayer. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'ornithomancie et de l'électronomancie qui se pratiquaient dans la Grèce antique qui se base sur les actes instinctifs des animaux, plus particulièrement des oiseaux. S'il y a une chose qui préoccupe les êtres humains, c'est l'incertitude. L'humain se soucie de savoir ce que peut lui réserver son avenir, pour pouvoir parer cela et avoir un contrôle sur son destin. Les êtres humains se sont alors mis à observer et étudier les signes autour d'eux et ont découvert qu'au travers cela, ils ont une petite ouverture sur le mystère du futur. Pour être un peu plus explicite, un art divinatoire, c'est une technique de divination dont le but final est d'aboutir à une prédiction. Lorsque nous abordons l'étude de la divination dans les pays helléniques, nous nous retrouvons en présence d'une véritable science, sinon par le principe, du moins par la classification qui est d'une rigueur apparente très grande. Les Grecs ont coordonné les faits et les idées, élaboré des théories et systématisé les méthodes. Nulle part ce rôle particulier des Hellènes n'apparaît mieux que dans l'histoire de la divination. Avant de l'aborder en Grèce, il est indispensable de dire comment elle fut conçue par les Hellènes et comment ils groupèrent les méthodes qu'ils employaient pour connaître les intentions divines et sonder l'avenir. La classification des méthodes divinatoires conduit à la diviser en deux groupes bien distincts. Le point de vue historique confirma ici le point de vue philosophique. Les méthodes inductives et les méthodes intuitives. Les premières abordent le problème du dehors, le second du dedans. Le premier emploie des signes extérieurs, le second se rapporte à une illumination intérieure. Les anciens Grecs appelaient la première divination artificielle, la seconde naturelle ou spontanée. Dans celle-ci, l'âme est passive, subit l'inspiration divine. Dans celle-là, elle interprète des signes extérieurs. L'une est plus proche de la foi, l'autre de la science. On laisse en dehors la révélation directe du Dieu parlant à l'humain sans intermédiaire, avec une voix perspective au sens, cette révélation n'ayant pas le caractère d'une divination. La divination inductive est une interprétation des signes extérieurs manifestant la pensée divine. Il est donc indispensable de savoir comment ces signes se distinguent des phénomènes naturels. C'est là une question préalable. Comment reconnaître qu'il y a d'interpréter tel fait plutôt que tel autre comme symptôme d'une volonté divine? L'expérience paraît être ici d'un grand secours, ainsi que la tradition, mais c'était au secours dangereux, car plus la divination inductive cherche à préciser ses lois, à devenir une science, plus elle accentue l'opposition fondamentale qui existe entre ses prétentions et le principe scientifique. Aussi, remarque-t-on que son champ d'action se restreint et que ses théories générales se modifient avec le progrès du rationalisme. Après la première période, où l'on ne distingue pas encore entre le prodige et le fait régulier et normal, vient celle où le départ se fait et où la mantique ne s'occupe plus que du surnaturel, de ce qui paraît tel. Les devins s'attachent à l'interprétation des prodiges thératas, mais ils comprennent sous cette appellation tous les faits inattendus. Un simple coup de tonnerre, un signe quelconque coïncident avec une prière et qui ne doit sa valeur qu'à la préoccupation à laquelle il est censé répondre. D'autres signes doivent cette valeur à une tradition. La divination ou la mantique devient une science, la science de l'occulte ou du surnaturel.
Elle connaît un certain nombre de signes naturels, dont une convention actuelle ou une expérience antérieure ou une révélation spéciale. Fournissant le sens. Le plus, elle interprète tous les miracles, ceux-ci imprévus et d'une quantité illimitée. Le champ d'action des devins se rétrécit au fur et à mesure que progresse la science. Celle-ci élimine peu à peu les miracles en donnant des faits, aux apparences prodigieuses, des explications rationnelles. Il est peu satisfaisant d'affirmer que, en dehors des causes naturelles, un phénomène manifeste par surcroît une intention de la providence. Ce postulat est trop arbitraire. Les progrès de la science nous amènent à ce point que la mantique n'a plus de domaine qui lui appartienne en propre. Elle en est réduite à surajouter ses hypothèses à des explications qui n'ont rien de merveilleux. Le scepticisme a beau jeu pour rejeter ces hypothèses inutiles. C'est ainsi que le progrès de l'anatomie et de l'ornithologie tente à ruiner deux des principes branches de la divination inductive. Celle-ci décroît en tant que science, mais elle conserve son empire sur les esprits populaires. Elle utilise moins les merveilleux proprement dits que le hasard imprévu. Tous ces incidents et ces coïncidences fortuites qui frappent vivement les imaginations et exercent une influence décisive sur les esprits superstitieux. Quelques-uns des signes utilisés par les devins pouvaient avoir une relation effective avec des phénomènes qu'on déclare prédits par eux, par exemple certains actes instinctifs des animaux. Mais ce sont des exceptions, car dès qu'un rapport de conséquences constant et non contredit et constaté, il passe dans le groupe des faits scientifiques et sort du domaine des causes surnaturelles qui est celui de la divination. La divination intuitive a un caractère beaucoup moins rationnel que la divination inductive. Il ne s'agit plus d'une interprétation des signes de la pensée des dieux, mais d'une communication intime entre elle et l'intelligence humaine. La lumière n'arrive plus à l'esprit, réfléchie par des intermédiaires, mais directement. La divination inductive peut se tromper dans son travail. Elle peut dénaturer la pensée divine. Elle a peine à constater les signes sur lesquels elle opère, à moins que ce ne soient des prodiges. Il lui est encore plus difficile de s'assurer du sens de ces symboles. C'est ce qui fit la divination intuitive qu'on peut encore qualifier de subjective. Son principe est aussi ancien que les religions actuelles, car toutes ces prévalent plus ou moins d'une révélation première et toutes admettent que la pensée divine puisse agir directement sur l'âme humaine. L'attitude prise vis-à-vis la divination par les philosophes grecs est très intéressante à étudier à cause des transactions élaborées dès ces temps entre la foi et la raison et des efforts tentés pour construire une théorie de la mantique. La philosophie mystique l'accepte sans embâgage. Pythagore est presque un prophète. Ses disciples pratiquent l'oniromancie et prennent leur mot d'ordre à Delphes. L'ornithomancie est la divination par les actes instinctifs des oiseaux. Les physiciens de l'Ionie, apôtres de l'induction scientifique, les zélates idéalistes l'écoutèrent dédaigneusement. La théorie relationnelle des songes donnée par Héraclite ruinait l'oniromancie. Mais il s'incline devant l'inspiration prophétique et admet un commerce intime de l'humain avec la divinité. La mantique est la traduction spontanée par la parole des images inconsciemment perçues par la partie la plus grossière de l'âme, où Dieu fait apparaître l'avenir comme dans un miroir. Comme je le disais, l'ornithomancie est la divination par les actes instinctifs des oiseaux. On attribue à Isode un traité sur cette matière. Plutarque dit que les oiseaux gravent à leur rapidité, à leur intelligence, à la justesse de manœuvre avec laquelle ils se montrent attentifs à tout ce qui frappe l'imagination, se mettent comme de véritables instruments au service de la divinité. Celle-ci leur imprime divers mouvements et tire d'eux des gazouillements et des sons. Tantôt, elle les tient suspendus, tantôt,
Elle les lance avec impétuosité comme des vents, soit pour interrompre brusquement certains actes, certaines volontés des hommes, soit pour faire qu'elles se réalisent. C'est pour cela qu'Euripide donne à tous les oiseaux en général le nom des messagers de Dieu. Le philosophe Porphyre dira que les oiseaux comprennent plus vite que les humains la volonté silencieuse des dieux. Les auteurs anciens s'accordent à donner aux oiseaux une fonction spéciale pour la révélation des intentions divines. Mais il faut distinguer entre les oiseaux. Il s'en faut que tous soient également propres à ce rôle de révélateur. Un grand avantage est donné à cet égard aux oiseaux de proie, plus grands, plus forts et d'une individualité mieux accusée. D'autant qu'ils vivent plus solitaires, c'est à eux qu'on réserve le nom d'oiono, oiseaux solitaires et oiseaux de présage. Ils sont carnivores et la croyance magique à la vertu du sang fortifie ici la croyance divinatoire. Elle s'appuie même sur le fait que les oiseaux de proie dévorent les viscères des victimes. On s'explique donc que presque tous les oiseaux à présage soient carniciers. L'oiseau de proie fut l'instrument essentiel de la révélation, à tel point qu'on généralisa le sens du mot jusqu'à l'appliquer à tout présage, à une parole, à un éternuement, à un bruit inconnu. L'ornithomancie est donc le plus ancien et l'un des principaux modes de divination. Dans le poème homérique, elle est pratiquée par la plupart des devins. On en attribue l'invention soit à un des héros mythiques, Parnassos, Prométhée, les centaures, soit aux Asiatiques ou aux Arabes. Le premier travail de l'ornithoscopie fut de définir le rôle des divers oiseaux et de dire quels sont ceux qui portent les présages. Les oiseaux sont si nombreux, leurs cris et leur attitude varient tellement qu'on ne peut en observer qu'une partie. L'ornithoscopie observa d'abord chacun des oiseaux attribués à une divinité particulière. L'aigle était le messager de Zeus et l'oiseau fatidique par excellence. Le corbeau était avec l'épervier et le cygne l'oiseau favori d'Apollon. On l'étudiait avec grand soin. Pintare dit qu'il avait 64 cris différents. Pline déclare que ceux des oiseaux, les corbeaux, paraissent comprendre le sens de leur présage. Des devins spécialistes se consacrèrent à l'observation de cet oiseau. Toutefois, il finit par être regardé comme un mauvais augure. La corneille lui est opposée. Elle est subordonnée à Héra et Athéna, et les signes qu'elle fournit sont généralement interprétés dans un sens inverse de ceux du corbeau. Le vautour est autant que l'aigle, qu'il surplanta presque un oiseau fatidique. On cite encore le faucon, l'autour, le héron, le butor, envoyés de Pallas Athéna. Plus tard, on leur adjoignit le roitelet, la chouette et la mouette, ceux-ci aussi d'Athéna, et le pivert, de plus le phénix, oiseau mystique consacré à Apollon. Comme nulle autorité sacerdotale ne pouvait en Grèce fixer le dôme et lui donner sa forme définitive et limitée. Les devins grecs n'ont jamais clos la liste des oiseaux fatidiques, mais ils n'en ont guère consulté en dehors de ceux que je viens d'énumérer. Pour l'observation des actes instinctifs des oiseaux et pour leur interprétation, les règles étaient fort compliquées. Il y avait une foule de cas particuliers et d'exceptions que la pratique avait découvert successivement et que la traduction transmettait. On observait d'abord l'espèce de l'oiseau. Certains étaient favorables à eux-mêmes par leur seule vue, comme le héron. D'autres étaient de mauvais présages. L'hirondelle avertissait que l'approche d'un danger. La chouette était de fâcheux augure pour tout le monde, sauf pour les gens d'Athènes, la cité d'Athéna. La corneille, ennemie de la chouette, était de mauvais augure à Athènes. La mouette ne l'était que le jour d'un mariage. Plus que l'espèce, on observait le vol et le cri des oiseaux. Les Grecs discernaient 4 points: le vol, le cri, l'assiette ou siège et l'attitude ou opération. Le côté droit était heureux et le côté gauche malheureux.
On attachait une grande importance à cette préférence marquée par le côté droit. Dans les banquets, on faisait circuler la coupe, la cithare de la gauche vers la droite. Les Grecs relevaient leur manteau sur l'épaule droite, les Romains sur l'épaule gauche. On choisissait d'abord le pied droit à la danse, on partait du pied droit. Il est probable que c'est ce préjugé qui fit changer aux Grecs le sens de l'écriture phénicienne. Les escaliers des temples avaient un nombre impair de marches, de manière qu'on puisse partir et arriver du pied droit. Lorsqu'on applique cette idée à l'observation des oiseaux et des autres signes qui apparaissent dans le ciel, on se préoccupe pas seulement de la droite et de la gauche de l'observateur. La théorie se complique ici d'une autre sur l'orientation de l'univers. On admet qu'il y a un côté droit et un côté gauche. Or, les Grecs ont admis, comme la plupart des peuples, que la région du soleil levant était favorisée. Ils ont donc appelé l'Orient la droite du monde, ce qui les oblige à se tourner vers le nord quand ils font leur observation religieuse. Le vol des oiseaux a donc un sens favorable ou défavorable, selon qu'ils volent à droite ou à gauche. D'autre part, un vol élevé, un élan vigoureux, les ailes bien déployées, sont des symptômes heureux. Un vol bas, des battements d'ailes irréguliers, sont des symptômes funestes. Il faut ajouter que dans le langage, l'habitude de l'euphémisme a tout confondu. S'abstenant avec soin d'employer des mots malheureux, on appela heureux le présage de gauche, lesquels, en fait, étaient funestes. Le sens du cri des oiseaux était subordonné à la place de l'animal, à la fréquence et à la force du cri. On étudiait surtout celui des corbeaux, et cette méthode prit le nom de coracomancie. Elle analysait les 64 cris du corbeau. Nous ne savons pas grand-chose sur l'interprétation des actes des oiseaux. Les détails les plus précis sont ceux que donne un fragment de description d'Éphèse. Si l'oiseau cache l'aile droite, il est droit. S'il lève l'aile gauche, qu'il la lève ou la cache, il est sinistre. S'il vole de droite à gauche et qu'il se dresse en cachant l'aile, il est sinistre. Toute cette partie de l'ornithoscopie, évidemment la plus considérable, est perdue pour nous. Quant au siège des oiseaux, c'est-à-dire à leur position au moment où on les observe, nous ne sommes pas mieux informés. L'ornithoscopie, qui avait été la méthode favorite de l'âge héroïque, celle de Tiresias et de Calcha, demeura le privilège de devins libres. Les oracles l'abandonnèrent et elle perdit de sa vogue. Devant le progrès de l'extispicine, elle dut un regain de faveur aux idées pythagoriciennes sur la transmigration des âmes et du retour offensif de toutes les superstitions de l'époque romaine. On fabriqua alors des traités d'ornithomancie qui furent mis sous le nom de Télégonus, de Mopsus. Des érudits compilèrent les méthodes de la Grèce, de l'Italie, de l'Asie mineure, de l'Arabie. On combinait l'observation du vol et des actes des oiseaux avec d'autres méthodes, l'astrologie surtout. On inventa un procédé nouveau qui fut appliqué pour la fondation des Sulci et d'Antioche. Livrer la chair des oiseaux à des oiseaux de proie et remarquer le lieu où fit la laisser tomber. Nous signalons cette méthode parce qu'elle se rapproche des méthodes italiennes tandis que jusqu'à présent on se bornait à observer les actes spontanés des oiseaux. Ici, l'homme intervient pour limiter le champ d'action offert à l'instinct de l'animal. Il en était ainsi dans l'alectrionomancie, divination par les coqs, qui se rapproche plutôt de la divination par les sorts que de l'ornithomancie. Le coq était aimé en raison de sa bravoure. On supposait aussi qu'il prédisait les orages. Les cris du coq, un jour de mariage, étaient signe de querelle dans le ménage. L'alectrionomancie se pratiquait de la manière suivante. On traçait un cercle blanc sur de la terre noire
le long duquel on écrivait les lettres de l'alphabet. Sur chacune, on plaçait un grain de blé ou une autre nourriture proposée à l'animal et que l'on renouvelait à mesure qu'il le picotait. Nous pourrions également dire que c'est une technique de divination basée sur l'appétit du coq. Le voyant posait la question du consultant et plaçait le coq au centre du cercle, consacré, le coq était consacré et dressé à ce manège, et on notait les lettres qu'il désignait en y allant manger. Si le mot n'a aucun sens, le devin doit alors les interpréter. On replace immédiatement les grains manquants pour que chaque lettre soit disponible à tout moment et puisse apparaître autant de fois que l'exige le message. L'interprétation était faite selon l'ordre du picorage. On obtenait ainsi un mot qui était considéré comme la réponse à ce qu'on voulait savoir, du grec alektrios, coq, et manteia, prédiction. Cette voyance a été très pratiquée par les Grecs, mais plus rarement utilisée de nos jours, à raison que nous ne retrouvons plus de coqs dans nos maisons. La légende d'un cas d'électrionomancie, on raconte que Flavius Julius Valène, cruel co-empereur romain de 364 à 378 de Constantinople, voulut savoir un jour qui lui succéderait. Les 5 premières lettres formées par le coq furent le T, le H, le E, le O et le D. Valent crut donc être victime d'un assassinat. Il entra dans une colère telle qu'il fit tuer tous ceux dont le prénom commençait par Théode. Ironie de l'histoire, c'est Théodose le Grand qui lui succédait. Maintenant, vous connaissez l'ornithomancie et l'électrionomancie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire connaître en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.